Bonjour Raja Chatila, merci beaucoup d'avoir accepté cette audition pour le projet TESACO, Technologie émergente et sagesse collective de l'Académie des sciences morales et politiques, dirigée par Daniel Andler qui est ici présent. Et on a d'autres membres de l'équipe de TESACO, Anne Le Goff, Margot Beritoni et moi-même qui sommes là pour te poser un certain nombre de questions. Juste une brève introduction. Tu es professeur émérite en robotique, intelligence artificielle et en éthique à Sorbonne Université, après avoir été directeur de recherche au CNRS. Et tu as été même directeur de deux grands labos en France, le LAS à Toulouse et puis ensuite l'ISIR à Paris. Et puis, tu es très impliqué depuis de nombreuses années sur les questions d'éthique, de la robotique, de l'intelligence artificielle notamment. Tu es membre de la CERNA, tu es membre de l'IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. Et puis, plus récemment, tu as été nommé par la Commission européenne comme membre du groupe d'experts qui a réfléchi sur une proposition de régulation sur l'IA, donc qui vient d'être publiée afin qu'il y ait consultation. Donc, c'est vraiment au titre notamment de toutes ces réflexions que tu mènes, qu'on avait envie de te poser des questions et pour nous-mêmes enrichir notre réflexion sur les technologies émergentes, leur évolution, des choses et leur impact possible sur la société. Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité pour cet échange. J'en suis extrêmement heureux de pouvoir partager quelques idées avec vous. Donc j'essaierai de répondre dans la mesure où je peux sur ces questions-là. Alors peut-être déjà une première question qu'on a envie de te poser, justement dans le cadre des questions d'éthique qui peuvent se poser en IA, donc en intelligence artificielle ou en robotique. Est-ce que pour toi, il y a des particularités ou des points communs à ces questions d'éthique qui est important de mettre en avant? Alors, oui, on va être obligé d'aborder la question de la définition, malheureusement. Alors, aujourd'hui, le choix a été fait de manière relativement officielle, d'une certaine façon, d'inclure la robotique dans l'intelligence artificielle. Je dis de manière officielle parce que, au niveau de la Commission européenne en particulier, pour élaborer leur plan d'action en intelligence artificielle, il y a eu un choix de définition qui effectivement met dans la même catégorie les systèmes d'intelligence artificielle et les robots, la robotique, qui bien sûr est considérée ici comme une robotique intelligente, au sens qu'il ne s'agit pas simplement de machines qui sont simplement guidées par des programmes répétitifs ou par des systèmes purement ou des systèmes purement mécaniques. Je pense que c'est une volonté simplificatrice pour ne pas alourdir le langage, mais après, quand on va dans certains détails, on voit certaines différences, de nouveau en termes de politique. Donc, je me permets de m'éloigner un peu de l'éthique pour parler de politique, parce que c'est lié. Dans l'esprit de la Commission européenne en particulier, mais d'autres aussi, la robotique est très liée à l'industrie manufacturière. Cette compréhension de la robotique comme étant des machines qui sont dans l'industrie manufacturière, évidemment, limite grandement l'intelligence des robots, parce que dans l'industrie manufacturière, on a des tâches répétitives, on a des tâches où on ne demande pas une grande variété, une compréhension vraiment de l'environnement, enfin tous les aspects sémantiques qui peuvent nous intéresser. Mais c'est donc une simplification hein, de dire que la robotique et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Cette démarche a aussi été adoptée par l'OCDE. Et la définition de l'intelligence artificielle de l'OCDE aujourd'hui est en train d'être de plus en plus universellement acceptée à cause de sa simplicité. Et elle a été reprise d'ailleurs par la Commission européenne, avec une légère modification. Elle a été reprise par la Commission européenne dans la définition qu'elle utilise pour
sa proposition de règlement qu'elle a publié le 21 avril, abandonnant ainsi une définition beaucoup plus détaillée, beaucoup plus large, qui prend plusieurs pages, qui a été élaborée par le groupe d'experts que la commission avait nommé pour l'aider à donc, élaborer son instrument législatif. Et donc, il est intéressant de voir aussi que la définition de l'intelligence artificielle telle qu'elle est donnée par l'OCDE est une définition qui inclut aussi la robotique, puisque cette définition-là parle de systèmes qui peuvent agir y compris sur leur environnement physique. Donc, dans ce sens, ça inclut la robotique, il n'y a pas, par rapport à un environnement virtuel que, disons, des purs programmes informatiques pourraient utiliser. Donc, donc là, il n'y a pas de différence dans cette définition. D'ailleurs, d'une certaine façon, on y retrouve l'absence de distinction entre robotique et intelligence artificielle dans la définition d'origine de l'intelligence artificielle, parce que le programme de recherche fondateur de l'intelligence artificielle, celui du Dartmouth College, ne parlait pas de robotique et d'intelligence artificielle, parlait de machines et parlait de fonctions, enfin, ou de capacités intelligentes, l'apprentissage, le langage, la formation de concepts, la perception. Ils négligeaient complètement l'action, en revanche. Cependant, dans leur esprit, dans leur texte, il n'y avait pas de distinction entre une machine physique et une machine qui utiliserait uniquement des logiciels, disons. Cependant, ce fait que l'action n'était pas considérée vraiment comme importante dans la manière dont l'intelligence artificielle a été définie et ensuite développée, a constitué en quelque sorte un péché originel du programme de recherche en IA. Parce que les travaux se sont focalisés évidemment à ce moment-là plus sur ce qu'on considérait comme intelligent, sans définir l'intelligence, mais donc plutôt des tâches abstraites, et non pas des actions dans le monde réel, même si la perception faisait partie très, très largement des travaux qui ont été menés dès le départ. C'est à peu près, il faut donc passer de 1956 à la fin des années 60 pour que, avec d'une part Hans Moravec à Stanford, on voit le premier robot au sens d'une machine physique pilotée par la vision, puisque en fait son travail essentiel c'était sur la stéréovision, pour qu'un robot se déplace en évitant des obstacles découverts par la stéréovision. Donc c'était juste un lien entre la perception visuelle et l'action de déplacement. Pour voir des projets, des programmes financés par la DARPA qui s'appelait Hand-Eye Program, donc, où on essayait de faire une action par un robot manipulateur basé sur la vision, mais surtout avec le projet Shaky au SRI, donc fin des années 60, début des années 70, où, avec une publication en 1969 à la première conférence internationale d'intelligence artificielle qui parlait de ce projet, de ce robot Shaky. Et Shaky n'était pas considéré à proprement parler comme un robot, puisque l'article parlait d'un automate. C'est application des techniques d'intelligence artificielle sur un automate. Donc, on parlait bien de robot, et Shaky est je dirais, le parangon du robot mobile qui découvre son environnement, qui s'y déplace, qui prend des décisions, puisque les premiers projets
les premiers systèmes de planification d'action STRIPS symboliques ont été élaborés là. L'algorithme à étoiles a été élaboré dans le cadre du projet Shaky, mais on était en train de mettre en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle. Donc pour eux, il n'y avait pas de différence. Hein. Le robot ne représentait pas une singularité dans le paysage de l'intelligence artificielle. Ce n'est que... faut remarquer qu'en même temps, c'est-à-dire au début des années 60, le mot robot fait son apparition dans l'industrie. C'est-à-dire Unimate, le système qui a été inventé par Engelberger et d'autres pour faire des actions dans les usines, hein, de peinture, soudure, etc., qui était un automate, purement parlé un automate, ne s'appelait pas automate, ça s'appelait mover au début, et on lui a donné le mot robot pour des raisons, le nom robot pour des raisons commerciales, qui est plus attractives. Hein. C'est comme ça que le terme robot a migré de Asimov, de la science-fiction, à la science et à la technologie. Mais au départ, on considérait des machines et de l'intelligence artificielle. Et ensuite, le mot robot a eu, bien sûr, des usages beaucoup plus développés dans le domaine dit robotique, qui, au départ, de nouveau, incluait des chercheurs en intelligence artificielle et qui travaillaient sur la robotique, et qui, petit à petit, se sont aperçus qu'il y avait un problème pour effectivement agir dans le monde réel, que les techniques d'intelligence artificielle symbolique telles qu'on les utilisait, et même au-delà, ne permettaient pas d'appréhender correctement l'interaction et la dynamique avec le monde réel. Et c'est là qu'il y a eu aussi une sorte de... Donc ça, on parle ici au début des années 80, avec Brooks en particulier, qui a bien formulé ces problèmes. Elephant Don't Play Chess, hein, c'était son papier, qui est revenu en arrière, disons, sur une critique de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle symbolique, non pas d'ailleurs, de manière intéressante, à l'avantage par exemple, des approches connexionnistes, mais plutôt avec une vision behavioriste du comportement et donc de l'intelligence, avec l'idée que des couches comportementales pourraient effectivement mieux modéliser, mieux exprimer l'intelligence d'une machine qui interagit avec son environnement. Pour revenir à la question qui portait sur l'éthique en réalité et non pas sur la définition, mais j'étais obligé de passer par la définition, à cause maintenant de l'unification, disons, du concept machine intelligente qui inclut robots et systèmes d'intelligence artificielle, on peut dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale quand on parle d'éthique. Les problématiques éthiques qui se posent, elles ne sont pas exactement les mêmes parce que, par exemple, les robots ne vont pas traiter des masses de données. Donc, par exemple, les problèmes de biais, quand on focalise sur les systèmes d'apprentissage modernes, sont un peu absents des robots. Mais oui, en même temps, si un robot c'est une machine qui est un agent conversationnel qui bouge, qui se déplace, qui collecte des données, eh bien, on va rencontrer ces problèmes-là. Donc, je dirais que en réalité, il n'y a pas de différence fondamentale du point de vue éthique entre les systèmes d'IA et les systèmes d'IA purs, disons, hein, agissant dans un environnement virtuel, disons, et robotiques qui agissent dans un environnement réel. En revanche, il peut y avoir une différence dans la mise en œuvre, dans l'action, puisque le robot agit. Mais il n'agit que comme conséquence d'une décision, d'un raisonnement, d'une élaboration de plans
qui, lui, est du domaine de l'IA, de manière générale. Le robot agit à partir d'une interprétation du monde à travers sa perception, d'une interprétation de situation. Et c'est là peut-être qu'il y a une différence avec les systèmes virtuels, parce que les systèmes virtuels, mais je ne veux pas limiter l'IA aux systèmes virtuels, parce que les systèmes virtuels ne sont ni situés dans un monde réel qui évolue, ni matérialisés, c'est-à-dire soumis aux contraintes de la physique et de la mécanique qu'ils ne connaissent pas. Et donc, à ce moment-là, la perception du monde, la compréhension du monde, la compréhension de situation peut s'en trouver différente. Est-ce que ça différencie la délibération éthique? Peut-être, dans la mesure où certaines décisions ne pourront pas être effectuées, ne pourront pas être mises en œuvre, par exemple, ou bien parce que justement la problématique de l'interprétation de situation exige des raisonnements qu'on ne maîtrise d'ailleurs pas aujourd'hui. Mais ça reste pour moi de l'intelligence artificielle. Voilà. Daniel, tu voulais peut-être rebondir là-dessus? Tu avais des questions sur cognition incarnée? Oui, enfin, je suis très, très, très heureux de la réponse de ce que vient de dire Raja, et je suis d'accord. Non, si tu veux, la seule chose, c'est, comme Raja sait très bien, il y a plutôt du côté des sciences cognitives que du côté de l'IA, cette idée que les sciences cognitives classiques, qui sont quand même pas mal associées au paradigme symbolique en IA, ce qu'elles ont complètement loupé, c'est le côté incarné. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, enfin on accuse les sciences cognitives du début d'être purement intellectualistes, imaginer un cerveau dans une cuve qui reçoit des informations de la tour de contrôle et qui transmet des informations aux organes moteurs, et que d'une certaine façon, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, à savoir que la cognition, elle est fondamentalement incarnée. Donc, tu connais bien un peu tout ce thème, et un peu une idéologie aussi une mode dans les sciences cognitives. Mais je me demandais comment tu voyais ça. Est-ce qu'on pourrait dire que la robotique est à l'IA, disons, purement virtuelle ou purement traitement de l'information, ce que la cognition incarnée serait à la cognition intellectualiste des débuts? Est-ce qu'il y a un parallèle intéressant, ou tout ça, c'est simplement une mauvaise façon de découper les choses? D'une certaine façon, oui, mais je vais peut-être insister sur un point. Je pense que l'interprétation du monde réel, est impossible pour une intelligence artificielle qui n'est pas incarnée. Je pense que comprendre le monde est inhérent au fait qu'on puisse y agir, donc le percevoir et y agir, et que donc ce n'est pas du tout, au fond, la même forme d'intelligence. Enfin, c'est de l'intelligence artificielle, si on veut, quand on parle de système de machine, hein, mais ce n'est pas la même forme d'intelligence. Donc, une intelligence artificielle, je n'aime pas du tout mettre des articles comme ça en disant une intelligence artificielle. Enfin, un système d'intelligence artificielle qui ne fait que traiter des données pour faire des classifications, pour faire n'importe quoi, ne pourra pas appréhender la signification du monde physique. Seule la matérialisation pourrait éventuellement le permettre. Et ça crée quand même une différence importante. C'est-à-dire que finalement, je dirais la véritable intelligence, au sens de propre, au sens compréhension, ne peut être qu'incarnée. Ok, merci, très bien.
je suis très heureux de voir que tu n'aimes pas une IA et des IA, parce que moi-même, je déteste ça et j'ai donc inventé mon propre sigle, mais on est tout à fait d'accord. J'appelle ça des SAI, c'est des systèmes artificiels intelligents, par Ah oui, non, mais lesquels on peut. tout à Voilà. fait. OK, super. Je dis aussi système d'intelligence artificielle, Oui, système oui, artificiel intelligent, mais oui, oui. tout à fait, c'est ce que j'utilise le plus souvent, effectivement. D'accord. Là, je te rejoins complètement. OK, parfait. Parfait. Et pour rebondir sur ça, donc finalement sur la question d'interprétation du monde que pourrait faire un agent artificiel et si possible incarné, donc de compréhension, de raisonnement sur le monde, on arrive vite à des questions sur le potentiel développement de ce que certains appellent une IA forte. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu considères comme possible? Est-ce que tu es sceptique sur ça? Est-ce que ce terme, tu trouves qu'il convient ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je n'aime pas cette classification d'IA forte, d'IA faible, etc. C'est assez paradoxalement, c'est drôle parce que à l'origine, la distinction a été faite, je crois, pour justement prouver que l'IA forte n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est John Searle qui désignait l'IA forte comme une IA qui est plus capable de faire des raisonnements humains, alors que l'IA faible n'en faisait pas, pour dire qu'il n'y avait que de l'IA faible. En réalité, je résume. Et maintenant, c'est devenu une sorte de terme qui désigne la vraie intelligence artificielle. Non, enfin, personnellement, je pense que, pour répondre un peu plus globalement, l'intelligence artificielle, ce sont des mécanismes calculatoires qui vont traiter des données. Ces données peuvent être de toutes sortes, hein, numériques, peuvent être symboliques au sens qu'on les a déjà pré-mâchées, hein, et donc on a donné des symboles, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des calculs. Et des calculs qui, par définition, parce qu'on utilise une machine de Turing, vont être des calculs algorithmiques. Que les algorithmes soient explicites, c'est-à-dire écrits par des êtres humains, comme on fait classiquement des algorithmes, ou implicites, c'est-à-dire produits par un mécanisme d'apprentissage statistique, et je souligne statistique parce que c'est de ça qu'il s'agit, et qui produit un modèle qui finalement est capable de prendre des nouvelles entrées et de produire des sorties, mais ce faisant, ce modèle a intégré une sorte d'algorithme de traitement, mais qui n'est pas explicite, qui n'a pas été programmé explicitement. Dans les deux cas, ce sont des calculs. Donc, ces algorithmes et ces systèmes ne pourront jamais sortir du cadre de ce calcul, qu'il soit explicitement, de nouveau, programmé ou implicitement programmé. L'intelligence, ce qu'on appelle intelligence forte, exigerait qu'on puisse sortir de ce cadre, un peu de manière comparable à ce que fait le cerveau humain. On n'a jamais prouvé encore que le cerveau humain était une machine de Turing. Donc ça, c'est un point d'interrogation, évidemment. Je n'en sais rien et personne ne le sait. On fait comme si c'était le cas pour beaucoup. Je veux dire, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait comme si le cerveau humain était une machine de Turing. Voire oui, une machine de Turing, comment dire, un peu complexe, parce qu'elle ne comprend pas un seul algorithme, une seule entrée, etc. Mais c'est quand même une machine de Turing sur le fond. Donc, pour arriver à l'intelligence artificielle forte, il faudrait que l'on ait dans la machine, qui est l'intelligence artificielle forte, des capacités de traitement qui puissent sortir du cadre de ce qui a été explicitement appris ou explicitement appris, donc algorithme implicite, ou explicitement programmé.
Et c'est tout simplement pas le cas. Donc, je ne vois pas du tout comment on pourrait aboutir à une intelligence artificielle forte avec la définition qui est classiquement admise de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence qui soit capable de ne pas être focalisée sur tel ou tel type de données ou tel domaine, et qui soit, disons, suffisamment générale pour être comparable à l'intelligence humaine. Tu es Voilà. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans ce débat, finalement, en fait, on a aussi la question des définitions qui contraint effectivement l'angle d'attaque. Et en même temps, mon impression est quand même dans la communauté de chercheurs actuellement en robotique autonome, en intelligence artificielle, ça paraît presque comme une évidence que d'ici un certain nombre d'années, on ne sait pas combien, on pourrait atteindre, alors en tout cas des niveaux d'intelligence sur la machine, soit comparables à l'humain, soit alors ce qu'on peut appeler human-like intelligence, voire même il y a des termes comme general artificial intelligence, ou même une intelligence éventuellement qui dépasse l'humain. Et donc, au-delà des termes mêmes, il y a quand même un certain nombre de travaux et puis des choses sur lesquelles on a collaboré aussi ensemble sur comment organiser au sein d'un agent une architecture cognitive informatique qui va combiner plusieurs fonctions cognitives, donc de la perception, de la mise en mémoire, de l'analyse de la connaissance qu'il peut y avoir en mémoire pour ensuite délibérer et réagir à une situation présente, proposer une action, éventuellement apprendre sur la base des conséquences de l'action, réfléchir sur ce qu'on a fait. Et donc avec cette réflexion sur les architectures cognitives, on peut se demander en tout cas si on va qu'est-ce qui pourrait constituer une barrière sur peut-être le long terme à permettre un haut degré d'autonomie, on va dire, de la machine, et puis une adaptation à des situations qui ne sont pas prévues par l'homme, donc de sortir du cadre du calcul qui a été prédéfini, tel que tu le décris. Bon, évidemment, l'existence matérielle du cerveau humain ou animal montre que il est possible qu'il y ait une entité qui soit capable de raisonner au sens humain du terme, de prendre des décisions, d'être autonome, d'avoir une capacité de réflexivité, etc. Donc, il y a une preuve d'existence, en quelque sorte. Mais le fonctionnement de ce cerveau n'est pas compris. On n'a pas encore élaboré un modèle qui puisse se traduire effectivement par une formulation qui pourrait être effectivement mise en œuvre sur une machine, c'est-à-dire qui peut être finalement calculatoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais le faire, je ne dis jamais, mais je pense que tant qu'on n'a pas réalisé un système artificiel qui puisse mettre en œuvre des mécanismes que je ne connais pas encore, mais qui ne sont pas forcément des mécanismes imitant le cerveau, mais des mécanismes qui puissent effectivement avoir cette réflexivité, avoir cette capacité d'auto-évaluation, avoir cette capacité de raisonner, de méta-raisonner, de raisonner sur soi-même, on n'aura pas accompli le pas nécessaire pour franchir la frontière entre une machine au sens machine de Turing et une entité, j'évite d'utiliser le mot machine, qui est le cerveau. Donc je ne sais pas comment on y arrivera. Mais ce qui est quand même clair, c'est que le chemin qu'on prend aujourd'hui avec l'intelligence artificielle
n'est pas ce chemin-là. On en reste au niveau syntaxique. On en reste au niveau du traitement de données de plus en plus important, de plus en plus massive, pour essayer d'une manière mécanistique, finalement, à partir de ces données, produire des résultats ou des comportements. Donc la question architecturale que tu poses est une question fondamentale parce que c'est probablement dans l'organisation du système que se trouve peut-être l'un des secrets, l'une des voies pour essayer de comprendre comment on peut raisonner sur ses propres actions, les évaluer, comment on peut avoir cette sorte de méta-raisonnement que je pense essentiel pour effectivement parler d'une intelligence plus proche de celle de l'être humain. Et de nouveau, pour moi, ça ne peut se produire que comme résultat, à la fois un résultat, mais aussi une condition de l'interaction de ce système avec son environnement. Parce que c'est l'unique manière de comprendre la sémantique de l'environnement, c'est d'interagir avec lui. Et donc, pour le moment, je ne sais pas comment faire. Comme tu le sais, on a travaillé sur des projets qui se voulaient aller dans ce sens, mais on était très loin d'aboutir. Et l'idée même d'avoir essayé de mettre dans un système des mécanismes d'apprentissage différents, par exemple, et des choix pour passer d'un apprentissage habituel à un apprentissage basé sur des modèles ou sur des objectifs, inspiré en cela d'ailleurs des modèles de neurosciences, hein, montre qu'il y a peut-être une voie là, mais cette voie reste pour moi et restait pour moi très limitée par le fait qu'elle était préétablie et manquait assez singulièrement d'une plasticité, d'une capacité d'évolution, d'une capacité de choix, ce qu'on appelait le métacontrôleur, hein, de choix plus informés, plus approfondis. Je ne sais pas quel terme il faut utiliser parce qu'il n'y a pas de terme pour désigner ça qui soit correct. Bon, donc oui, il y a des questions architecturales. Bien sûr, quand on regarde le cerveau, on voit qu'il y a des réseaux de neurones dont le comportement, dont le fonctionnement est un peu semblable au réseau de neurones de l'apprentissage profond. On voit qu'il y a des architectures qui sont tout à fait différentes. Donc, il est possible de s'inspirer de cela pour essayer de construire des systèmes qui dépassent les limites de l'IA faible, mais je n'en ai pas les moindres idées. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment faire. Donc, tout le reste n'est que, disons, projection dans un futur incertain, et je ne sais pas si c'est la bonne voie. Alors, je suis très hésitant dans ma réponse parce que la question, si tu veux, est très importante, mais on n'a pas de piste réelle pour essayer d'y aboutir. Et donc, c'est des considérations un peu non fondées, non scientifiques, c'est difficile. Et c'est vrai que dans les débats actuels, beaucoup de gens sont tentés de rapporter à la question d'une IA avec une super intelligence qui arriverait à un moment donné dans la société. Et au moins, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément là le cœur des questions qu'on peut se poser sur l'impact sociétal de l'IA, sur des questions d'éthique, sur qu'est-ce qu'on en fait. Ce n'est pas sur ça qu'il faut réagir pour l'instant et qu'il faut pouvoir réguler, organiser, parce que c'est encore au stade de recherche et qu'il faut clarifier encore tout ça et mieux fonder tout ça. Si je peux, juste en complément, donc moi je suis tout à fait enchanté de la réponse de Raja qui me conforte dans l'idée que je pouvais m'en faire, mais enfin, lui est un spécialiste, il fait le boulot, moi je regarde de loin, donc je me sens conforté, mais je voudrais quand même lui demander,
comment se fait-il, enfin, comme ils doivent certainement savoir qu'il y a une enquête, n'est-ce pas, auprès des 100 plus grands chercheurs en IA ou je ne sais pas quoi, en leur demandant à quelle échéance ils pensent qu'il y aura une super intelligence ou du moins une human level intelligence. Et les réponses s'étageaient entre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et ce qu'en ont conclu les journalistes, c'est que bon, on ne sait pas si c'est 20, 30, 50 ou 100, mais enfin, ça va arriver fatalement. Et c'est quand même étrange que, d'une certaine façon, quand ils répondent à des questionnaires, où ils parlent aux journalistes, beaucoup de tes confrères se laissent quand même aller à faire des prédictions qui, au fond, ne sont pas vraiment sérieuses. Enfin, c'est purement intuitif, d'après ce que tu dis. Alors, il y a plusieurs catégories de chercheurs et de réponses. Il y a ceux qui confondent de nouveau vitesse de calcul, taille mémoire avec intelligence. Donc ça, c'est les tenants de la singularité, disons plus ou moins, qui ont choisi une courbe exponentielle judicieusement en choisissant les points par lesquels ils pouvaient passer, s'inspirant de la loi de Moore, qui n'a rien de scientifique, bien sûr, pour dire, voilà, en 2045, le 23 septembre, mettons, on atteindra un point où les ordinateurs, enfin la machine, finalement, pourra dépasser le cerveau humain. Et donc, évidemment, ils n'ont aucune idée de comment. Hein. Le calcul, la capacité de calcul, et d'ailleurs la capacité de calcul aujourd'hui existe déjà dépassant le cerveau humain dans beaucoup de domaines, mais la capacité de calcul toute seule n'est pas suffisante, évidemment. Hein. À la limite, enfin moi je dis, puisque c'est comme ça, je prends mes 100 milliards de neurones et je les jette sur une table, comme ça éparpillés, ça ne fait pas mon cerveau. Donc, le fait de dire ça n'a pas de sens. Mais les tenants de la singularité ont aussi un programme, disons, hein, ils ont aussi des intérêts pour dire ça. Et puis, il y a les chercheurs plus honnêtes, je dirais, qui pensent que oui, puisque c'est notre objectif de faire des systèmes d'intelligence artificielle, on va y aboutir un jour. D'une certaine façon, c'est une honnêteté de dire je travaille sur un programme de recherche qui va aboutir à quelque chose. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. En réalité, non, je pense d'ailleurs, pour la plupart, pas un tel programme de recherche. Hein. Ils sont focalisés sur certains éléments. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un chemin qui est sans doute escarpé, mais le sommet de la montagne existe, c'est le cerveau humain. On y arrivera plus bien un jour. Peut-être, enfin, de nouveau, moi je ne dis jamais jamais, mais je pense que il est très probable qu'il faudra attaquer ça par une face nord et par un passage qui n'est pas encore découvert. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui répondent simplement parce qu'on leur pose la question. Je veux dire, les journalistes sont assez doués pour soutirer des réponses, même quand on ne veut pas répondre. Mais je n'ai absolument aucune idée sur ni comment on peut atteindre cela, ni quand, évidemment, pour être très honnête.